À travers chants d'Hector Berlioz. Fidelio, opéra en 3 actes de Beethoven, sa représentation au théâtre lyrique. Suite. Le grand air de Fidelio est avec récitatif, adagio cantabile, allegro final et accompagnement obligé de 3 corps et d'un basson. Je trouve le récitatif d'un beau mouvement dramatique, l'adagio sublime par son accent tendre et sa grâce attristée, l'allegro entraînant, plein d'un noble enthousiasme, magnifique, et bien digne d'avoir servi de modèle à l'air d'Agathe, du Freischütz. D'excellents critiques, je le sais, ne sont pas de mon avis, je me sens heureux de n'être pas du leur. Le thème de l'allegro de cet air admirable est proposé par les 3 corps et le basson seul, qui se bornent à faire entendre successivement les 5 notes de l'accord, si, mi, sol, si, mi. Cela forme 4 mesures d'une incroyable originalité. On pourrait donner à tout musicien qui ne les connaît pas ces 5 notes, en l'autorisant à les combiner de 100 manières différentes, et je parie que dans les 100 combinaisons ne se trouverait pas la phrase impétueuse et fière que Beethoven en a tirée, tant le rythme en est imprévu. Cet allegro, pour beaucoup de gens, demeure entaché d'un défaut grave, il n'a pas de petites phrases qu'on puisse aisément retenir. Ces amateurs, insensibles aux nombreuses et éclatantes beautés du morceau, attendent leurs phrases de 4 mesures, comme les enfants attendent la fève dans un gâteau des rois, comme les provinciaux attendent le si naturel, la note d'un ténor qui fait son premier début. Le gâteau fut-il exquis, le ténor fut-il le plus délicieux chanteur du monde, ni l'un ni l'autre n'auront de succès sans le précieux accessoire. Il n'a pas de fève. Il n'a pas la note. L'air d'Agathe, dans le Freischütz, est presque populaire, il a la note. Combien de morceaux, de Rossini lui-même, ce prince des mélodistes, sont restés dans l'ombre faute d'avoir la note. Les 4 instruments avant, qui accompagnent la voix dans cet air, troublent d'ailleurs tant soit peu la plupart des auditeurs en attirant trop fortement leur attention. Ces instruments ne font pourtant aucun étalage de difficultés inutiles, Beethoven ne les a point traités, comme fit plusieurs fois Mozart du corps de basset, en instrument soli, dans l'acception prétentieuse de ce mot. Mozart, dans Tito, donne à exécuter une espèce de concerto au corps de basset pendant que la prima donna dit qu'elle voit la mort s'avancer, etc. Ce contraste d'un personnage animé des sentiments les plus tristes et d'un virtuose qui, sous prétexte d'accompagner le chant, songe seulement à faire briller l'agilité de ses doigts, est l'un des plus disgracieux, des plus puérils, des plus contraires au bon sens dramatique, des plus défavorables même au bon effet musical. Le rôle dévolu par Beethoven à ces 4 instruments avant n'est pas le même, il ne s'agit pas de les faire briller, mais d'obtenir d'eux une sorte d'accompagnement parfaitement d'accord avec le sentiment du personnage chantant et d'une sonorité spéciale qu'aucune autre combinaison orchestrale ne saurait produire. Le timbre voilé, un peu pénible même des corps, s'associe on ne peut mieux à la joie douloureuse, à l'espérance inquiète dont le cœur d'Éléonore est rempli, c'est doux et tendre comme le roucoulement des ramiers. Spontini, vers la même époque, et sans avoir entendu le Fidelio de Beethoven, employait les corps avec une intention à peu près semblable pour accompagner le bel air de la Vestale. Toi que j'implore. Plusieurs maîtres, depuis lors, Donizetti entre autres, dans sa Lucia, l'ont fait avec le même bonheur. Telle est l'évidence de la force expressive propre à cet instrument, dans certains cas, pour les compositeurs familiers avec le langage musical des passions et des sentiments. Certes, ce fut une grande âme tendre qui se répandit en cette émouvante inspiration. L'émotion causée par le cœur des prisonniers, pour être moins vive, n'en est pas moins profonde. Une troupe de malheureux sortent un instant de leur cachot et viennent respirer sur le préau. Écoutez, à leur entrée en scène, ces premières mesures de l'orchestre, ces douces et larges harmonies s'épanouissant radieuses, et ces voix timides qui se groupent lentement et arrivent à une expansion harmonique, s'exhalant de toutes ces poitrines oppressées comme un soupir de bonheur.
Et ce dessin si mélodieux des instruments avant qui les accompagnent. On pourra dire encore ici, pourquoi l'auteur n'a-t-il pas donné le dessin mélodique aux voix et les parties vocales à l'orchestre? Pourquoi? Parce que c'eût été une maladresse évidente, les voix chantent précisément comme elles doivent chanter, une note de plus, confiée aux parties vocales, en altérerait l'expression si juste, si vraie, si profondément sentie. Le dessin instrumental n'est qu'une idée secondaire, tout mélodieux qu'il soit, et convient surtout aux instruments avant, et fait on ne peut mieux ressortir la douceur des harmonies vocales si ingénieusement disposées au-dessus de l'orchestre. Il ne se trouvera pas, je crois, un compositeur de bon sens, quelle que soit l'école à laquelle il appartienne, pour désapprouver ici l'idée de Beethoven. Le bonheur des prisonniers est un instant troublé par l'apparition des gardes chargés de les surveiller. Aussitôt le coloris musical change, tout devient terne et sourd. Mais les gardes ont fini leur ronde, leur regard soupçonneux a cessé de peser sur les prisonniers, la tonalité du passage épisodique du chœur se rapproche de la tonalité principale, on la pressent, on y touche, un court silence. Et le premier thème reparaît dans le ton primitif, avec un naturel et un charme dont je n'essayerai pas de donner une idée. C'est la lumière, c'est l'air, c'est la douce liberté, c'est la vie qui nous sont rendus. Quelques auditeurs, en essuyant leurs yeux à la fin de ce chœur, s'indignent du silence de la salle qui devrait retentir d'une immense acclamation. Il est possible que la majeure partie du public soit réellement émue néanmoins. Certaines beautés musicales, évidentes pour tous, peuvent fort bien ne pas exciter les applaudissements. Le chœur des prisonniers de Gaveau. Que ce beau ciel, cette verdure! Est écrit dans le même sentiment. Mais, hélas! Comparé à celui de Beethoven, il paraît bien terne et bien plat. Remarquons, en outre, que le compositeur français, fort réservé sur l'emploi des trombones dans le cours de sa partition, les fait précisément intervenir ici, comme s'ils faisaient partie de la famille des instruments doux, au timbre calme et suave. Explique qui pourra cette étrange fantaisie. Dans la seconde partie du duo, où Rocco apprend à Fidelio qu'ils vont aller ensemble creuser la fosse du prisonnier, se trouve un dessin syncopé d'instruments avant du plus étrange effet, mais, par son accent gémissant et son mouvement inquiet, parfaitement adapté à la situation. Ce duo et le quintet suivant contiennent de fort beaux passages, dont quelques-uns se rapprochent, par le style des parties de chant, de la manière de Mozart dans le mariage de Figaro. Un quintet avec chœur termine cet acte. La couleur en est sombre, elle doit l'être. Une modulation un peu sèche intervient brusquement dans le milieu, et quelques voix exécutent des rythmes qui se distinguent au travers des autres, sans qu'on puisse voir bien clairement l'intention de l'auteur. Mais le mystère qui plane sur l'ensemble donne à ce final une physionomie des plus dramatiques. Il finit piano, il exprime la consternation, la crainte. Le public parisien ne l'applaudit donc pas, il ne saurait applaudir une telle conclusion, si contraire à ses habitudes. Avant le lever du rideau pour le troisième acte, l'orchestre fait entendre une lente et lugubre symphonie, pleine de longs cris d'angoisse, de sanglots, de tremblements, de lourdes pulsations. Nous entrons dans le séjour des douleurs et des larmes. Florestan est étendu sur sa couche de paille, nous allons assister à son agonie, entendre sa voix délirante. L'orchestration de Gluck pour la scène du cachot d'Oreste dans Iphigénie en Tauride est bien belle, sans doute, mais de quel auteur ici Beethoven domine son rival? Non pas seulement parce qu'il est un immense symphoniste, parce qu'il sait mieux que lui faire parler l'orchestre, mais, on doit le reconnaître, parce que sa pensée musicale, dans ce morceau, est plus forte, plus grandiose et d'une expression incomparablement plus pénétrante. On sent, dès les premières mesures, que le malheureux enfermé dans cette prison a dû, en y entrant, laisser toute espérance. Le voici. À un douloureux récitatif entrecoupé par les phrases principales de la symphonie précédente succède un cantabile désolé, navrant,
dont l'accompagnement des instruments avant accroît à chaque instant la tristesse. La douleur du prisonnier devient de plus en plus intense. Sa tête s'égare, l'aile de la mort l'a touché. Pris d'une hallucination soudaine, il se croit libre, il sourit, des larmes de tendresse roulent dans ses yeux mourants, il croit revoir sa femme, il l'appelle, elle lui répond, il est ivre de liberté et d'amour. À d'autres de décrire cette mélodie sanglotante, ces palpitations de l'orchestre, ce chant continu du hautbois qui suit le chant de Florestan comme la voix de l'épouse adorée qu'il croit entendre, et ce crescendo entraînant, et le dernier cri du moribond. Je ne le puis. Reconnaissons ici l'art souverain, l'inspiration brûlante, le vol fulgurant du génie. Florestan, après cet accès d'agitation fébrile, est retombé sur sa couche, voici venir Rocco et la tremblante Éléonore, Fidelio. La terreur de cette scène est amoindrie par le nouveau libretto, où il ne s'agit que de déblayer une citerne au lieu de creuser la fosse du prisonnier encore vivant. Vous voyez où conduisent tous ces remaniements. Rien de plus sinistre que ce duo célèbre, où la froide insensibilité de Rocco contraste avec les apartés déchirants de Fidelio, où le sourd murmure de l'orchestre est comparable au bruit mat de la terre tombant sur une bière qu'on recouvre. Un de nos confrères de la critique musicale a très justement établi un rapprochement entre ce morceau et la scène des fossoyeurs d'Hamlet. Pouvait-on plus dignement le louer ? Les fossoyeurs de Beethoven terminent leur duo sans coda, sans cabalette, sans éclat de voix, aussi le parterre garde encore à leur égard un rigoureux silence. Voyez le malheur. Le trio suivant est plus heureux, on l'applaudit, bien qu'il ait aussi une terminaison douce. Les trois personnages, animés de sentiments affectueux, y chantent de suaves mélodies, que les plus harmonieux accompagnements soutiennent sans recherche et sans effort. Rien de plus élégant et de plus touchant à la fois que ce beau thème de 20 mesures, exposé par le ténor. C'est le chant dans sa plus exquise pureté, c'est l'expression dans ce qu'elle a de plus vrai, de plus simple et de plus pénétrant. Ce thème est ensuite repris, tantôt en entier, tantôt par fragments, et, après des modulations très hardies, ramené dans le ton primitif avec un bonheur et une adresse incomparables. Le quatuor du pistolet est un long roulement de tonnerre, dont la menace augmente sans cesse de violence et aboutit à une série d'explosions. À partir du cri de Fidelio. Je suis sa femme. L'intérêt musical se confond avec l'intérêt dramatique, on est ému, entraîné, bouleversé, sans qu'on puisse distinguer si cette violente émotion est due aux voix, aux instruments ou à la pantomime des acteurs et au mouvement de la scène. Tant le compositeur s'est identifié avec la situation qu'il a peinte avec une vérité frappante et la plus prodigieuse énergie. Les voix, qui s'interpellent et se répondent en brûlantes apostrophes, se distinguent toujours au milieu du tumulte de l'orchestre et au travers de ce trait des instruments à cordes, semblable aux vociférations d'une foule agitée de 1000 passions. C'est un miracle de musique dramatique auquel je ne connais de pendant chez aucun maître ancien ou moderne. Le changement du livret a fait un tort énorme et bien regrettable à cette belle scène. L'action ayant été transportée à une époque où le pistolet n'était pas inventé, on a dû renoncer à le donner à Fidelio pour arme offensive. La jeune femme menace maintenant Pissaré avec un levier de fer, incomparablement moins dangereux, pour un tel homme surtout, que le petit tube avec lequel cette faible main peut à coup sûr frapper de mort Pissaré s'il fait le moindre mouvement. D'ailleurs le geste de Fidelio, visant Pissaré au visage, prête à un grand effet de scène. Je vois encore Madame de Vriant avec le tremblement de son bras qu'elle tenait tendu vers Pissaré en riant d'un rire convulsif. Voilà ce qui résulte de tous ces tripotages de pièces et de partitions, accommodés aux prétendues exigences d'un public qui n'exige rien et s'arrangerait fort qu'on voulût bien lui offrir certains ouvrages tels que leurs auteurs les ont écrits. Après cet admirable quatuor, les deux époux demeurés seuls chantent un duo non moins admirable, où la passion est perdue, la joie,
la surprise, l'abattement empruntent tour à tour à la musique des accents dont rien ne peut donner une idée à qui ne les a pas entendus. Quel amour! Quel transport! Quelles étreintes! Avec quelle fureur ces deux êtres s'embrassent! Comme la passion les fait balbutier. Les paroles se pressent sur leurs lèvres frémissantes, ils chancellent, ils sont haletants. Ils s'aiment. Comprenez-vous? Ils s'aiment. Qu'y a-t-il de commun entre un tel élan d'amour et ces fades duos d'époux, unis par un mariage de convenance? Au dernier final on entend un vaste morceau d'ensemble dont le rythme de marche est interrompu d'abord par quelques mouvements lents épisodiques. L'allegro reprend ensuite et va en s'animant graduellement et en augmentant de sonorité jusqu'à la fin. Dans cette péroraison, la majesté d'abord et la verve ensuite éblouissent et entraînent les auditeurs même les plus froids et les plus récalcitrants. Ils disent alors, en approuvant d'un air contraint: à la bonne heure. Nous dirons aussi, en les voyant applaudir: à la bonne heure. Mais tout le reste de la partition, qui les touche si peu, n'en est pas moins admirable, et sans vouloir déprécier ce gigantesque final, plusieurs des morceaux précédents lui sont même de beaucoup supérieurs. Qui sait pourtant si la lumière ne se fera pas plus tôt qu'on ne pense, pour cela même dont l'âme est fermée en ce moment à ce bel ouvrage de Beethoven, comme elle est aussi fermée aux merveilles de la 9e symphonie, des derniers quatuors et des grandes sonates de piano de ce même incomparable inspiré. Un voile épais semble quelquefois placé sur les yeux de l'esprit, quand on regarde d'un certain côté du ciel de l'art et empêche de voir les grands astres qui l'illuminent, puis tout d'un coup, sans cause connue, le voile se déchire, on voit et l'on rougit d'avoir été aveugle si longtemps. Ceci me rappelle ce pauvre Adolphe Nourri. Il m'avouait un jour n'admirer que Macbeth dans l'œuvre entière de Shakespeare, et trouver surtout absurde et inintelligible Hamlet. 3 ans après, il vint me dire avec l'émotion d'un enthousiasme concentré: Hamlet est le chef-d'œuvre du plus grand poète philosophe qui ait jamais existé. Je le comprends aujourd'hui. Mon cœur et ma tête en sont remplis, enivrés. Vous avez dû garder de mon sens poétique et de mon intelligence une singulière opinion. Rendez-moi votre estime. Alice. Pour Yorick. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.